Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, cher aîné Ildefonse Akwaki. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers compatriotes togolais. Effectivement, je suis Jean-Paul Omolou, citoyen togolais comme vous. Et comme vous le demandez, oui, mon nom a retenti dans les mouvements, dans les luttes étudiantines des années 2000. Précisément, j'étais le président du conseil des étudiants de l'université de Lomé, en abrégé CUL, exercice 2003-2005. Donc voilà, comme tout bon citoyen qui accomplit ses devoirs, mais qui ne reçoit pas ses droits en retour, nous étions appelés, ou bien j'étais appelé à mobiliser la communauté estudiantine des années 2000, 2000 à 2005, voilà ma promotion, à revendiquer nos droits à un État qui a laissé tout à l'abandon. Donc voilà pourquoi, ouais, je peux dire que ce nom rappelle le mouvement estudiantin des années 2003-2005 précisément. Oui, j'ai quitté le Togo il y a bientôt 13 ans, précisément il y a 12 ans et demi. Et j'habite en Suisse où j'ai obtenu mon statut de réfugié, de résident permanent. Et après les sévices que j'ai eus au Togo, notamment un emprisonnement arbitraire, des tortures dans les locaux de la gendarmerie nationale et de la prison civile de Lomé, sous les ordres du régime dirigé par Gnassingbé Eyadéma à l'époque. Et voilà, sous la pression internationale et nationale, j'ai été libéré après la mort d'Eyadéma, mais les menaces de mort planaient sur ma vie. J'étais devenu très malade et la médecine togolaise ne suffisait plus à rétablir ma santé. J'ai fait 6 mois au Ghana pour des soins en neurochirurgie, ce qu'il n'y avait pas au Togo. Cela n'a pas suffi. Il a fallu l'intervention des chancelleries occidentales, notamment celles de Belgique et de Suisse, pour que je sois évacué sur la Suisse, où j'ai obtenu depuis l'ambassade une protection de la Suisse. Et arrivé ici, je peux dire que j'ai eu une vie plus tranquille. Donc, ça fait 12 ans et demi, comme je l'ai dit, que je suis là. Et je suis ici avec mon corps, mais mon cœur et mes pensées sont au Togo. Et voilà pourquoi on peut nous entendre ces derniers mois sur la situation qui prévaut actuellement au Togo, parce que l'exil n'est pas chez soi. Nous voulons que le Togo change et que nous y retournions. Mon engagement dans la politique était inopiné. Ce qui m'importait, c'était plutôt d'aller à l'école. J'avais rêve de devenir professeur d'université et dans la discipline que j'aimais le plus, l'histoire et les sciences politiques. Et une fois arrivé à l'université, bon, les choses ont basculé. Et bien avant cela, je dirais même que dans ma tendre enfance, jusque dans mon adolescence, je rêvais être un prêtre catholique. Mais arrivé en classe de 5e, 4e, 5e, les choses ont basculé. Nos prêtres, le vicaire et le curé ont eu une bagarre liée aux affaires de fesses. Et leurs amantes aussi se sont bagarrées. C'était dans mes années au CGA d'État, ceux qui se rappellent bien de l'incident à la paroisse Saint-Raphaël d'Adéta, au moment même où je m'apprêtais à être officiant de l'église comme enfant de chœur, et cet incident a éclaté et ça m'a fait quitter définitivement l'église. J'ai sillonné beaucoup d'églises et je suis devenu un adventiste à partir de 1995 où j'ai été baptisé. Et là aussi, j'ai eu le désir
d'être un missionnaire, un évangéliste ou bien un pasteur, comme on l'appelle communément. Mais j'étais confronté aussi à des pratiques administratives qui ne répondaient pas vraiment aux principes divins. Parce que un pasteur a eu le courage de me dire, de leur pardonner, mais ce qui se passe dans l'administration, ce n'est pas tout à fait ce que l'Église enseigne. Donc, de par mon tempérament, je ne me voyais pas dans cette fonction parce que ça va être la guerre constante entre moi et les administrateurs ou bien entre moi et mes supérieurs parce que j'ai un profond sentiment de vengeance contre l'injustice. Là où il y a l'injustice, je deviens furieux. Et je deviens même un peu fou et je suis prêt à tout pour rétablir la justice. Donc voilà pourquoi quand j'étais arrivé à l'université, j'ai vu une université laissée pour compte. Un établissement bâti pour 5000 étudiants au départ dans les années 70 qui abritait en 2003 42 000 étudiants. Plus de 42 000 étudiants. C'était inadmissible. Et en l'année là, nos inscriptions étaient passées de 4 500 à 50 000 et la double inscription de 1000 francs à 50 000 également. Donc moi qui préparais une double licence en histoire-archéologie, ma faculté de base, et en droit qui était ma faculté additionnelle, je devais payer 100 000 francs. Et c'était le jour là, lors de mon inscription à la DAS, que ma colère s'est déchaînée et le lendemain, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi 21 novembre 2003, j'ai décidé que l'on fasse quelque chose. Et voilà, c'est comme ça que, à mon appel, les étudiants qui n'en pouvaient plus ont répondu et nous avions engagé maintes démarches. Et quand j'ai vu la mauvaise foi de ce régime, quand j'ai vu la volonté de nuisance, la méchanceté de ce régime, et j'étais parvenu à la conclusion que les gens de ce régime, et Yadema et ses collaborateurs, ont pris plaisir à la méchanceté et savourent la méchanceté jusqu'à sa face orgasmique la plus pointue. Et ils sont satisfaits dans ça. Là, je suis abouti à la conclusion que non, si nos politiques sont si pourris et apatriotiques, antipatriotiques et anti-républicains, s'ils sont si ennemis de notre propre pays et de notre continent, alors il appartient à nous, la jeunesse présente, de prendre conscience et de mieux faire. Nous avons négocié, nous ont tourné en bourrique, ils nous ont réprimé lors de nos assemblées générales d'information et de réclamation. Et c'est fort de cela que je me suis dit non. Le Togo mérite mieux. Notre jeunesse mérite mieux. Notre progéniture mérite mieux. Nous n'allons pas laisser ce Togo en déliquescence à nos descendants. Et je me suis engagé avec tous les risques que cela comporte de mener un combat social, citoyen et politique. Voilà pourquoi je me suis engagé dans la politique. Depuis cette année 2003 là et jusqu'à ce jour, je n'ai presque pas eu de trêve. Oui, cette dictature d'Enya Singbe est une dictature bestiale, féroce, animale, aveugle, sanglant, tyrannique, parce qu'il ne connaît que le langage de la force. Et tout citoyen qui fait ne serait-ce qu'une petite proposition pour que les conditions de vie s'arrangent pour tout le monde devient un ennemi systématique de ce régime. Ce régime qui terrorise par tous les moyens. Les assassinats politiques, les licenciements professionnels, les brimades, les tueries planifiées, les mensonges, les manipulations, les achats de conscience. Ils terrorisent le peuple, mais ne trouvent aucune honte à taxer tout citoyen qui se lève juste pour revendiquer ses droits de terroriste. Et la réponse à toute revendication légitime
de tout citoyen, c'est la violence, c'est la mort, c'est l'emprisonnement arbitraire, c'est les tortures, c'est l'exil forcé. Voilà pourquoi je dis que ce système est l'un des plus féroces au monde. C'est d'ailleurs la plus vieille dictature du continent, une dictature de type colonial, où le peuple est colonisé non plus par des colons européens, mais par des colons locaux. Et notamment la famille Gnassingbé, avec leurs sbires, leurs associés, leurs acolytes et les multinationales, l'armée française, tout ce... bon, toute cette association de malfaiteurs qui s'associent pour nous nuire. Voilà pourquoi je dis que c'est l'une des dictatures les plus féroces du continent, et même du monde contemporain. La lecture que je fais de la situation politique au Togo, c'est qu'elle est confuse. Et le régime est parvenu à semer une confusion. Et chacun y va de sa lecture. Or, le reproche que j'ai toujours fait à la classe politique de l'opposition est qu'elle est rentrée toujours dans le jeu de ce pouvoir qui a toujours une longueur d'avance sur elle, l'opposition donc. L'opposition devait être celle qui devait prendre de l'avance et créer des situations difficiles à gérer à ce gouvernement. Mais l'opposition attaque ce gouvernement, crée des situations, et quand l'opposition y va pour réclamer, ce gouvernement va créer un autre problème, ou bien à côté des revendications, il arrête des gens innocents pour en faire des monnaies d'échange, et du coup l'opposition oublie les revendications essentielles et prend pour revendication nouvelle la libération des détenus. Voilà comment ce régime est allé de dilatoire en dilatoire. Et l'erreur de l'opposition est d'avoir accepté faire des concessions, des compromissions avec une dictature vierge, féroce, qui a profité de l'association de l'opposition pour redorer son blason, pour porter un habit aux effigies de la démocratie et qui l'aide à présenter une phase de démocrate, au monde entier, ce qui est difficile à critiquer pour beaucoup et qui rend la lutte pour la démocratie plus compliquée, plus dure au Togo. Donc je dirais tout simplement que la situation est confuse et ça profite plutôt au pouvoir et les soi-disant opposants qui combattent le régime et qui disent qu'ils doivent négocier et qui tout le temps prennent de l'argent et des avantages auprès de ce régime et qui prolongent l'agonie du peuple qui n'en peut plus, qui ne veut qu'une délivrance, qui ne veut que sa libération et qui ne veut qu'un état de droit où les conditions de vie meilleures sont garanties à tout citoyen, où les principes de base de la démocratie et des droits humains sont garantis à tout citoyen. Donc la situation est confuse et j'appelle l'opposition à avoir une position claire, radicale face à ce régime avec qui aucune négociation n'est plus possible parce que 26 dialogues échoués et un 27e dont je proclame déjà l'échec, ça ne doit plus nous amener à faire des concessions avec ce régime. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir diriger ce pays. Nous devons tout faire pour les dégager et que d'autres citoyens compétents prennent la situation en main. Donc, cette confusion ne sera levée que lorsque nous serons résolus à être radicaux et à chasser ce pouvoir pour créer des conditions d'une bonne gestion d'État. La compréhension qu'on doit faire de la crise socio-politique du Togo qui dure depuis le 13 janvier 1963 jusqu'à ce jour, qui s'est accentué depuis le 19 août 2017, et ça fait un an maintenant que le peuple s'est levé comme jamais, est que depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio s'est installé un régime dictateur, un régime de dictateurs de type colonial, avec une architecture française à la clé. La France a configuré la dictature togolaise de sorte qu'elle soit le modèle de la France-Afrique. Le Togo, en fait, moi je le dis, c'est le laboratoire de la France en Afrique.
Si nous arrivons à faire tomber la dictature togolaise, toutes les dictatures de la francophonie vont tomber. Donc, depuis 1963, la crise actuelle que nous connaissons est nourrie par l'impunité. L'impunité issue des crimes de sang et l'impunité des crimes économiques. Le chef de l'État est le plus grand voleur du Togo, et Adema, et son fils a pris bien le relais. Il est le plus grand assassin et ses collaborateurs aussi avec des voleurs et des assassins, des menteurs, des tueurs, des fossoyeurs de l'économie, des détourneurs de deniers publics, des criminels de toutes sortes, des crimes rituels, des assassinats politiques, etc. Et cela s'est nourri par l'impunité. C'est pourquoi je tiens à cette phrase de Tavio Amore, qui a clamé haut et fort pendant la conférence nationale, dans son discours, qui est la ligne politique de son parti Pacte socialiste panafricain, que les excuses communes des membres du RPT qui ont commis toutes sortes de crimes contre le peuple togolais, en disant que ce n'est qu'une responsabilité commune qui les a poussés à commettre tous ces crimes-là, aura un goût amer si on ne les oblige pas à présenter individuellement des excuses pour leurs avidités, leurs crimes, leur méchanceté, à demander pardon et si possible à se soumettre à la justice. Cela laissera un goût amer pour le futur. Voilà, on a assassiné Tavio Amore qui apportait toute la solution au Togo. Et depuis lui, beaucoup sont assassinés. Les tueries de la lagune de Baie, feu au jardin, les assassinats politiques avant, pendant les élections de 2005, suite à la mort de Yadema et le coup de force de son fils qui a pris le pouvoir comme une propriété familiale. Et sans oublier les assassinats de Djobo Boukari, j'ai déjà dit Tavio Amore, Atouché Aboubli. Et depuis les années 2013, nos petits frères de Dapaon, Douti et Sinandare qui sont tués sans que justice soit faite. Depuis le 19 août 2017, il y a eu des assassinats et le ministre Damehan Yark qui monte au créneau pour mentir, toi un ministre de la sécurité, qui ne garantit pas la sécurité de tes citoyens, qui permet que des groupes de miliciens que tu appelles groupes d'autodéfense combattent auprès de l'armée pour tuer des citoyens. Donc voilà où l'impunité amène. Donc la situation politique du Togo est nourrie d'impunité. Une fois que nous pouvons, parce que ce régime n'a aucune volonté de mettre fin à l'impunité, une fois que nous pouvons nous organiser pour mettre fin à ce régime et créer un état de droit, je crois que les frustrations vont disparaître. Les sentiments d'injustice, les colères vont s'apaiser. Et chaque Togolais qui aura obtenu justice et gain de cause pour ses réclamations les plus légitimes sera fier d'être Togolais. On aura ce désir de vivre ensemble et je crois que la situation électrique, constamment électrique, va se décanter et il y aura une paix sociale et on retrouvera un Togo normal. Pour le moment, le Togo est un pays atypique où l'impunité est la règle de gouvernement. Le bilan que je fais de un an de parcours révolutionnaire, que je peux, si je peux l'appeler ainsi, est que c'est un bilan mitigé. On a échoué, certes, mais on a eu certains acquis. Moi, mon premier acquis, c'est que le peuple togolais ne sera plus jamais comme avant, malléable par un pouvoir rusé, malicieux, méchant, et qui ne veut pas opérer les vrais changements pour que chaque citoyen se sente heureux d'être togolais, mais qui agit pour que la minorité pieuse au pouvoir ait toujours le dessus sur tous les Togolais, s'accapare toutes les richesses et les avantages avec leurs familles et leurs associés. Et je crois que le peuple a tout compris maintenant. Nous sommes debout définitivement. Et que l'opposition ne pense pas que si le peuple se tait aujourd'hui, c'est qu'il se laisse faire. Beaucoup ne se laissent pas faire dans ce peuple. Beaucoup patientent encore pour voir
les possibilités qu'il y a dans ce dialogue de dupes et cette feuille de route de CEDEAO proposée, jusqu'au point où cela va conduire. Est-ce que cela va régler définitivement les problèmes que nous posons aujourd'hui? Donc ça, c'est le peuple est éveillé et le peuple est mobilisé. Et voilà un acquis important. Et puis, ça va avec le premier, le pouvoir est ébranlé, constamment ébranlé, et c'est que désormais, il a affaire à un peuple différent. Ça, c'est les acquis principaux de cette révolution. Et je crois aussi que le monde entier nous regarde différemment. La CEDEAO, c'est plus que jamais, bon, sinon différemment impliquée dans la crise togolaise, même si nous critiquons ses attitudes, elle sait que sa crédibilité est en jeu. Et sa crédibilité aura la mesure de la solution qu'elle va apporter à cette crise togolaise. Donc, voilà les choses essentielles. Sinon, sur les revendications profondes du peuple, nous n'avons rien obtenu. Presque, nous n'avons rien obtenu. Nos prisonniers sont toujours incarcérés. Monsieur Asiba Johnson, le président du REJAD, qui n'a rien fait, est incarcéré. Isaac Joseph et Messet Kokoroko de Nubweke sont incarcérés pour rien. Nous n'avons pas eu les satisfactions à nos revendications principales. La C12, la C92 n'est pas restaurée. Et restituer un vote, les droits de vote pour la diaspora n'est pas un acquis. Parce que le droit de vote des Togolais de la diaspora est un droit de citoyen inaliénable, fondamental. C'est ce pouvoir qui nous l'a refusé et c'est antipatriotique, c'est illégal. Donc retrouver notre droit n'est pas un exploit, c'est juste une restitution d'un objet volé. Alors que nos compatriotes arrêtent de clamer l'obtention du vote de la diaspora comme une victoire. C'est du dilatoire, comme sait bien le faire ce régime. Donc, pour ainsi résumer le parcours de un an de révolution, nous devons nous tenir prêts parce que nous n'avons rien fait encore. Les choses décisives vont commencer maintenant et je crois que ce parcours peut être résumé comme un élan pour de longs sauts vers l'avant, pour de longs sauts vers la victoire. Ces derniers temps, je suis sorti pour dénoncer certains compatriotes parce que, il fut un moment, j'ai considéré que non, certaines accusations contre certains compatriotes ne sont que de simples diffamations. Et j'ai vu que ça entrave la lutte. C'est ainsi que, pour le grand frère Anani Sossou, que j'ai toujours respecté, j'ai pris sa défense quand il y a eu des tentatives d'accusation qu'il soit une taupe de ce régime parmi nous. Je l'ai défendu corps et âme. Dans plusieurs commentaires sous ses posts et sous les posts l'accusant, et dans mes posts personnels sur ma page Facebook et dans 2 lives, notamment où je l'ai défendu contre le grand frère Francis Pedro Amouzou, avec qui il a eu une intercation et qui l'accusait de... Bon, comme tous les autres l'accusent. Et j'ai dû faire volte-face pour présenter mes excuses à Francis Pedro Amouzou, qui avait quelque part raison. Pourquoi? Parce que quand les gens l'accusaient, je ne prenais pas au sérieux et j'ai voulu en faire l'expérience moi-même. Donc depuis septembre, il m'est donné de collaborer avec Anani Sossou, mais de le suivre. Et jusqu'à ce jour, j'ai eu toutes les preuves. Et il y a certaines choses que je tais, mais j'ai parlé avec lui. Et certaines personnes sont arrêtées. J'établis des liens avec des informations probables qu'il aurait données sur l'engagement, pas armé de ces personnes, mais engagement citoyen à mener un combat civique, citoyen, pacifique, dodu pour faire tomber ce régime-là. Donc, j'ai eu maintes preuves et je les tais ici, mais si on veut me pousser à bout, je serai obligé de donner des dates, des lieux, des noms des personnes impliquées pour clarifier la situation. J'ai fait mon essentiel dans mon live Facebook et je crois que chacun peut aller visionner ce live là où j'expliquais pourquoi je me désolidarise du doyen Anani Sossou. Donc j'ai compris que
La lutte a échoué dans les années 90 parce qu'il y avait des aînés comme Edem Kodjo, comme Kofigo, Joseph Kokou, comme Léopold Ninevi et tout récemment comme Zikris Olympio qui vendaient la mèche. Ils allaient collaborer avec le régime, prenaient de l'argent et vendaient la mèche. Taviu Amoré serait mort par ces sortes de trahisons. Et c'est cela plutôt qui entrave la lutte. Et quand on parle d'unité, s'il y a des taupes parmi nous qui nous vendent, c'est que nous ne sommes pas déjà unis, nous ne serons jamais unis. Et pire, tous nos efforts coulent à l'eau. Tous nos efforts à chaque fois coulent à l'eau. Et nous voyons que rien de ce qui est organisé n'aboutit parce qu'il y a des gens qui vendent la mèche par avance. Et si le pouvoir ne vient pas arrêter des organisateurs, il prend des mesures pour faire échec à nos projets pour le changement. Donc, il est temps que la jeunesse qui a cette lutte en main soit véridique, honnête et sincère. Qu'elle soit désintéressée et qu'elle soit intraitable avec ce pouvoir du RPT Unir. On ne peut pas collaborer avec Dieu et le diable. Le peuple, nous sommes Dieu, ce régime est le diable. Et celui qui navigue entre les deux est un traître. Et moi, je suis prêt à dénoncer ces gens, à les combattre au même titre que ce pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dénoncé Anani Sossou et je n'ai pas fini. Il y a certaines personnes que je guette encore. Dès que j'aurai les preuves, je monterai au créneau. Je le promets à mon peuple. Cette lutte, nous l'amènerons dans la vérité, dans la détermination et nous allons vaincre. Et le Togo que viendra découvrir nos enfants sera un Togo meilleur. La médiation de la CEDEAO, d'abord, ne me plaît pas. Parce que nous sommes un pays souverain et nous devons nous-mêmes décider de ce qui doit avoir lieu dans notre pays. Tous les pays où les gens ont quitté de nulle part et des autres horizons pour venir s'asseoir et proposer une solution n'ont jamais connu de paix. Je vous cite la Centrafrique, je vous cite le Congo RDC, je vous cite la Côte d'Ivoire, la Libye, où le pays est fait et défait par des étrangers, des pouvoirs, des puissances étrangères, des organisations sous-régionales ou internationales, ces mafieux internationalement associés qui s'imposent pour décider du sort d'un pays, selon leur gré et non selon le gré des citoyens. Pour preuve, tout ce qu'a proposé la CEDEAO ne me plaît pas. Et ça ne plaît pas au peuple togolais. Alors, je ne suis pas pour qu'on vienne nous faire asseoir comme des grands messieurs qui ne veulent pas se comprendre pour nous dire faites ceci, ne faites pas ceci. C'est honteux. C'est très honteux. Donc, je suis contre cette médiation et cette feuille de route bancale n'est pas la solution pour le Togo parce que déjà, ça donne des clés au RPT de manipuler encore la situation. D'abord que cette feuille recommande que des réformes qui ont échoué au Parlement se refassent au Parlement où le RPT, le régime qui pour rien au monde ne veut lâcher le pouvoir, à la majorité des députés qui vont s'opposer à ces réformes. Et la feuille recommande qu'au cas où les réformes échouent au Parlement, d'aller vers une consultation populaire. Voilà là où réside l'absurdité. Consultation populaire veut dire référendum ou vote des citoyens. Ce vote alors aura lieu quand les réformes auront échoué au Parlement. Ça veut dire que ce vote aura lieu sans les réformes. Donc, les votes auront lieu dans les mêmes conditions qu'ils ont eu toujours lieu. La fraude, les massacres, les manigances de toutes sortes. Et malgré les violences flagrantes, la communauté internationale vient et accrédite le vote, contesté par les Togolais eux-mêmes. Donc, voilà pourquoi la CEDEAO et sa feuille de route ne me plaisent pas. Ma position est claire là-dessus. La lutte appartient à nous les Togolais. Aucune puissance étrangère n'est venue aider Olympio à conquérir l'indépendance vis-à-vis de la France. Cette indépendance a été volée. Nous devons nous préparer à la reconquérir. Voilà où doit se situer la lutte aujourd'hui. Parce que sans l'indépendance, nous ne devons pas parler de démocratie, de liberté, de monnaie, de politique étrangère indépendante, d'armée indépendante. Et nous voyons que tout ça là dépend de la France aujourd'hui parce que nous ne sommes pas indépendants. Moi, ma proposition de sortie de crise résidait
dans la contestation populaire. Nous étions arrivés à un moment où le pouvoir était ébranlé et était même sur le point de lâcher prise, quand les uns et les autres sont tombés dans la patte du dialogue, qui a renforcé ce régime quelque part. L'a renforcé dans son entêtement, mais pas dans la maîtrise du sol. N'eût été que l'état de siège a été décrété avec la militarisation de toutes les zones sensibles, où le pouvoir peut être renversé à tout moment. Et je crois que ce pouvoir a perdu le contrôle du Togo. Donc l'opposition a commis l'erreur d'aller à ce dialogue-là. Et moi, je crois que il faut rééduquer le peuple à prendre la rue, parce que le changement ne viendra que par la rue. On nous tuera, on nous assassinera, mais nous gagnerons et tous les assassins paieront. Négocier une dictature n'a jamais changé un pays. Donc, que ceux qui veulent négocier, négocient. C'est tant mieux si cela apporte la solution. Mais moi, je dis aux Togolais de ne pas compter sur la classe politique forcément. De lui apporter, oui, le soutien qu'il faut, mais de s'organiser lui-même, le peuple, avec sa société civile, pour reprendre la flamme de la contestation populaire en main. En Arménie, ils ont manifesté 11 jours d'enchaîné. Et le pouvoir, aussi dictatorial que celui du Togo, est tombé. Et abandonnons nos appartenances religieuses. Les manifestations ne se faisaient pas intermittence parce qu'on devait laisser vendredi à nos frères musulmans pour qu'ils aillent prier. Or, dans les pays arabes, cette trêve n'a pas eu lieu. Les mouvements sont plutôt intensifiés les vendredis parce qu'après les prières et les prêches, nos frères musulmans sont galvanisés. Et c'est eux qui tenaient les devants de la lutte parce que dans une certaine mesure, ils sont très courageux. Donc, préparons-nous à organiser des mouvements de contestation de grande envergure qui s'étalent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et cette armée sera débordée et craignant pour sa vie, elle va rallier le peuple. Parce que c'est l'armée du peuple, en fin de compte, manipulée par un pouvoir contre son propre peuple. Donc ma solution réside dans le radicalisme du peuple face à ce régime qui fait tout pour montrer que sa première préoccupation n'est pas le bien-être des Togolais, mais ses propres affaires, les affaires de ses acolytes. Et la dernière sortie de Fort, qui qualifie nos contestations, nos morts et tous ces dégâts que son régime a causés d'inutilité, montre à suffisance combien il nous méprise. Et nous devons lui montrer que nous le méprisons aussi et que désormais il n'est plus le président du Togo. Il tient à nous gouverner mordicus contre notre gré, mais il n'aura plus de marge de manœuvre. Voilà mon point de vue de la situation. Et pour finir mon message à l'endroit du peuple togolais. Peuple togolais, tu es un peuple courageux. Depuis la victoire du peuple d'avril 1958, tu as montré que tu peux défier la puissance coloniale, la puissance impériale la plus puissante au monde, la France. Tu as arraché ton indépendance. Cette indépendance a été volée par la complicité de tes fils et Adema et son groupe de mercenaires avec la France. Mais depuis 90, tu t'es levé. Et précisément le 19 août 2017, tu as montré que tu ne céderas plus rien. Je t'encourage, cher peuple, à rester déterminé, à reconquérir ton indépendance. Tu es un peuple courageux et c'est à tort qu'on t'accuse. Ce qu'on doit accuser, c'est ce pouvoir et des opposants complices qui trahissent la lutte de ta libération. Alors que ces traîtres, nous les détections, que nous les marginalisions, que nous mettions fin à leur carrière politique et que la voie soit dégagée pour ta victoire. Tu es un peuple courageux, je t'aime et pour toi je me suis engagé, pour toi je suis prêt au sacrifice suprême. Que l'Éternel bénisse mon peuple, que l'Éternel bénisse le Togo. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.
La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.